Et enfin, la dernière raison, la septième raison de l'explosion à venir de l'euro, c'est que les plans dits de sauvetage de l'euro, qui en fait sont des plans qui servent à renflouer les banques, conduisent au pillage du patrimoine des peuples et des États au profit d'une oligarchie financière, et que tout ceci va provoquer des embrasements politiques dans toute l'Europe jusqu'à l'explosion finale. Je voudrais à cet égard attirer votre attention sur ce qui se passe en Grèce, ou plus exactement ce que l'on a demandé au peuple grec. Pour récupérer 50 milliards d'euros de leur dette publique d'ici à 2015 et réduire la dette de 340 milliards d'euros, l'État grec a décidé, c'est ça qui s'est passé avec M. Papandréou puis Papadémos, a décidé de privatiser une trentaine d'entreprises. C'est d'ailleurs c'est le même genre qu'on demande aux Grecs, qu'on demande aux Italiens, qu'on demande aux Portugais, qu'on demande aux Espagnols et bientôt qu'on demandera aussi aux Français. Donc voilà la liste de ce qui a été demandé aux Grecs, parce que personne n'en parle. Alors, pour renflouer la Grèce, il y a le journal La Tribune qui avait dit en juin 2011 une grande partie de ces entreprises, qui vont être donc des entreprises du peuple grec, du patrimoine public, ont de bonnes chances d'être rachetées par les banques même qui sont en partie à l'origine des problèmes financiers grecs. Vous voyez bien que c'est en fait, nous avons affaire à un racket au niveau planétaire. C'est Goldman Sachs qui falsifie les comptes, qui pousse la Grèce à accepter des dettes qui sont en fait des jeux d'écriture, et au bout du compte, comme l'écrit le journal La Tribune lui-même, ce sont les banques mêmes qui vont récupérer le patrimoine public, qui là sont des actifs bien réels, en échange d'une dette fictive. Alors, ce que l'on a demandé aux Grecs, c'est de privatiser ceci. OTE, numéro 1, des télécommunications en Grèce, a privatisé en intégralité. La banque postale, les 34% du capital qui était encore détenu par le public, doivent être cédés au privé. Les ports du Pirée et de Salonique, c'est-à-dire les deux plus grands ports grecs, dont l'État détenait encore 75% du capital, devaient être entièrement privatisés et vendus à des intérêts privés, notamment étrangers. La société d'eau de Salonique, l'État possédait 74%, devait être entièrement privatisée, ou du moins jusqu'à 40%. EAS, entreprise spécialisée dans les systèmes de défense, détenue à 100% par l'État, devait être cédée jusqu'à hauteur de 66% du capital. La loterie nationale, dont l'État possédait 100%, devait être privatisée à hauteur de 67%. Le groupe gazier DEPA, contrôlé à 65%, cette entreprise a été privatisée à hauteur de 33%. Trenos, la compagnie nationale des chemins de fer grecs, qui était possédée par l'État, doit être totalement privatisée. L'Arco, le groupe minier dont l'État possédait 55% des parts, devait être entièrement privatisé. Le PMU, équivalent du PMU français pour les paris urbains, le gouvernement devait être entièrement privatisé. Il en détenait 100%. Casino Montparnasse, qui est une société de jeux qui était possédée par l'État grec, devait être entièrement privatisé. Les licences de téléphonie mobile devaient être cédées à 100%. Hellinikon, un ancien aéroport détenu à 100% par l'État, entièrement privatisé. Le programme pour 2012 et 2013, l'aéroport international d'Athènes, dont l'État détenait 55%, entièrement à privatiser. Le réseau des autoroutes Egnatia Odios, détenu à 100%, entièrement privatisé. La Poste hellénique, 80%, privatisé jusqu'à 40%. OPA Paris Sportif, 34%, entièrement privatisé. L'ensemble des ports régionaux grecs, qui étaient détenus entre 77 et 100% par l'État, devaient être privatisés pour descendre jusqu'à 43 à 66%. La société d'eau d'Athènes, possédée par l'État de 61%, devait être privatisée jusqu'à 27%. EVO, l'entreprise majeure en domaine de la défense, détenue par l'État grec à 51%, devait être privatisée jusqu'à 16%. La Caisse des dépôts et consignations, détenue par l'État à 100%, entièrement privatisée. L'électricité de Grèce, détenue à 51%
par l'État devait être privatisée jusqu'à 17%. La société des autoroutes LN1, possédée à 100% par l'État grec, devait être entièrement privatisée. L'ensemble des aéroports régionaux grecs de taille 1, c'est-à-dire les plus importants, possédés à 100%, devaient être privatisés jusqu'à 49%. Hellenikon, la deuxième tranche de l'aéroport, possédée par l'État à 100%, devait être entièrement privatisée. Enfin, toutes les participations bancaires détenues jusqu'à 100% par l'État devaient être privatisées, de même que la banque agricole, l'équivalent du crédit agricole français, détenu par l'État grec à hauteur de 76%, doit être privatisée jusqu'à 25%. C'est-à-dire tout. Voilà. Alors on comprend un peu mieux quand on a cette liste. Eh bien, pourquoi il y a des gens qui s'immolent par le feu en Grèce? Pourquoi la Grèce est dans un état d'anarchie croissante? Pourquoi il y a des manifestations où l'on voit de plus en plus les Grecs qui considèrent désormais l'Union européenne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une construction fascisante qui est en train de voler la démocratie dans tout le continent? Les manifestations de rue qui se multiplient. Vous avez vu dimanche dernier, le 6 mai 2012, les élections en Grèce, où désormais le Parti socialiste, qui est le jumeau du Parti socialiste français, au moment où M. Hollande a été élu président de la République, l'autre membre de l'Internationale socialiste, le PASOK, a subi une déroute historique comme on n'avait jamais vu, puisqu'il avait été créé en 1974, au moment de la chute du régime des colonels grecs, et il est tombé, il avait généralement 35-40% des suffrages, il est tombé à 13%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gifle. Et pareil d'ailleurs pour l'équivalent de l'UMP local, puisque tous ces partis européistes, c'est comme l'UMP et le PS en France, et puis le MoDem. Et tous ces partis européistes qui refusent de regarder la réalité en face se sont pris une gifle monumentale, et donc ils sont maintenant minoritaires. Sauf qu'en Grèce comme en France, malheureusement, eh bien, il y a deux partis d'extrême droite, le Laos, et puis un nouveau venu néo-nazi qui s'appelle Aube Dorée, qui ramassent à eux deux à peu près 10 ou 15% des voix. Et puis à gauche, vous avez l'équivalent du Front de gauche et le Parti communiste, qui lui est anti-européen, qui ramasse 15%. Et évidemment, ces partis ne peuvent pas faire alliance, puisqu'ils accréditent le clivage droite-gauche. Et donc on reste dans la situation actuelle. Le régime, le soutien populaire à ce qui se passe est minoritaire, mais comme le système s'est arrangé, comme en France, pour diviser l'électorat qui veut se battre pour le maintien de la Grèce indépendante, ou comme en France, d'une France souveraine et indépendante, en France, tout est fait pour le diviser entre une gauche et une droite totalement irréductible. C'est très bien conçu. En tout cas, voilà ce qui se passe avec un pays qui est en train de verser dans l'anarchie. Il est temps de conclure cette conférence. Aucun plan de sauvetage ne peut guérir les défauts congénitaux d'une monnaie supranationale. 2140 ans d'histoire nous l'ont montré. La conclusion, c'est que l'euro n'est pas viable. Les plans de sauvetage ne peuvent traiter que des effets à court terme et non les causes à long terme. Aucun plan de sauvetage, même si ça nous coûte à nous des dizaines de milliards d'euros, aucun plan de sauvetage ne pourra jamais donner la même compétitivité à toutes les économies de la zone. On pourra donner des dizaines, des centaines de milliards d'euros, que les Grecs resteront toujours des Grecs et les Allemands des Allemands. Transformer les Grecs en Allemands, les Français en Néerlandais, les Italiens en Finlandais, les Portugais en Autrichiens, on ne pourra pas le faire. Créer un peuple européen qui n'existe pas, sauf dans les discours des idéologues. J'ajoute au passage une idée qui m'est chère, c'est que le peuple européen mythique est d'ailleurs de plus en plus invraisemblable, du fait des évolutions démographiques et migratoires divergentes entre les nations d'Europe. Milton Friedman, prix Nobel d'économie, décédé maintenant, américain, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, parce que c'est le pape du monétarisme, c'est une autre histoire, mais enfin, c'était un homme qui avait des réflexions tout à fait intelligentes, interviewé au moment de l'apparition de la monnaie, de l'euro, dans le portefeuille des Français et des Européens, avait été interrogé par le journal allemand Die Welt, je crois que c'était le 7 janvier 2002. Et voilà ce que disait Milton Friedman, il y a 10 ans.
le succès de l'euro est encore incertain en raison des rigidités et des désaccords politiques qui existent parmi les 12 membres de l'Union monétaire. Après la disparition des taux de change comme mécanisme d'adaptation, la question est qu'est-ce qui va le remplacer? C'est en fait la même question que celle que posait Robert Mundell, autre prix Nobel d'économie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles, des prix flexibles et beaucoup de concurrence et de mobilité. On retrouve les critères de Robert Mundell avec les ZMO. Dans ces conditions, l'euro pourrait être un succès. Mais, disait ce prix Nobel d'économie il y a 10 ans, mais quand on observe le degré actuel d'inflexibilité parmi les 12 États membres, il n'y en a plus 12 maintenant dans la zone euro, il y en a 17, il est tout à fait pensable que, étant donné les conditions actuelles, l'on obtienne une augmentation des dissensions politiques plutôt qu'une diminution. Mon analyse économique montre qu'il est très douteux que l'euro soit un grand succès. La Banque centrale européenne est responsable de 12 États et il est presque impossible de les satisfaire tous. Milton Friedman dans Die Welt du 7 janvier 2002. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Une augmentation colossale des dissensions politiques plutôt qu'une diminution. Et en fait, ce n'est pas un succès, c'est un échec cinglant, d'autant plus que maintenant, il n'y a plus 12 États, mais il y en a 17. Autre prix Nobel d'économie, Paul Krugman, le 1er juin 2011, qui annonce l'heure de la débâcle pour la zone euro. Ce n'est pas François Asselineau qui parle. Je donne des exemples de Milton Friedman, de Paul Krugman, c'est maintenant l'heure de la débâcle pour la zone euro. Et regardez le titre, le magazine Der Spiegel, l'un des plus grands magazines allemands. En janvier 2002, avec l'apparition de l'euro sous forme fiduciaire dans nos porte-monnaies et nos portefeuilles, Euroland, die neue Geldmacht, ça veut dire Euroland, la nouvelle puissance financière. C'était en janvier 2002, juin 2011, Der Spiegel, toujours le même, plötzlich und erwartet Nachruf auf eine gemeinsame Währung. Ça veut dire en français, soudain et attendu, nécrologie pour une monnaie commune. Monnaie commune, hein? Gemeinsame, pas einheitliche. Et le 7 novembre 2011, c'est un exemple que je n'ai pas eu le temps de modifier, mais que j'aurais pu modifier ces jours-ci, là, hier. Ce sont les taux qui battent de nouveaux records sur certains pays. C'est très très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les marchés financiers, lorsque l'Italie, la Grèce émettent des emprunts, les marchés financiers exigent des taux de rémunération de plus en plus élevés. Alors que lorsque l'Allemagne émet les mêmes emprunts, les marchés financiers demandent des taux d'intérêt de plus en plus bas. Il y a eu un petit calme là, au début de cette année, et là ça a redémarré. Hier, les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers sur de nouvelles émissions allemandes étaient quasiment très très faibles, le plus bas historique à 0,2%, ou 1%, pardon, excusez-moi. Sur la France, c'est dans les 2 et quelques, mais sur la Grèce ou sur l'Italie, c'est reparti à la hausse vers les 6 et 7. Ça veut dire quoi? Les gens qui croient que nous avons une même monnaie, une monnaie unique, c'est impossible de comprendre. Comment pourrait-on avoir des taux d'intérêt différents pour une monnaie unique? Alors, s'il y a des différences de taux d'intérêt qui sont demandées sur les dettes émises par l'Italie, la Grèce, la France et l'Allemagne, eh bien, ça veut dire tout simplement que les investisseurs savent qu'il y a des monnaies qui sont des créances sur les banques centrales respectives nationales, et s'ils acceptent de payer des taux très très bas pour l'Allemagne, c'est parce qu'ils savent s'ils ont une créance sur l'Allemagne, et que si l'Allemagne sort de l'euro, eh bien, elle créera un mark et que le mark va s'apprécier beaucoup. Donc, à la limite, on a même vu récemment des taux d'intérêt négatifs sur les émissions allemandes. C'est-à-dire que les marchés financiers sont en train de tester le PEG, comme on dit, c'est-à-dire de tester le lien 1 pour 1 entre les États membres de l'Union européenne, et que les marchés financiers parient sur une explosion prochaine de l'euro. Et donc, ils veulent de l'émission allemande, parce qu'ils veulent, ensuite, ça se transformera en une créance sur la BUBA, la Bundesbank, c'est-à-dire en un mark, c'est-à-dire en une créance qui va s'apprécier de 10, 20, 30% lorsque les Allemands auront recréé le mark. En revanche, s'ils exigent de l'Italie des taux de 5, 6, 7%, ça veut dire qu'ils anticipent une prochaine, ça peut être dans 2 ans comme dans 2 mois,
ou dans 2 semaines, mais pas dans 25 ans. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils anticipent que l'Italie, si elle revient à la lire, la monnaie se dépréciera rapidement. La signification de cette divergence des taux d'intérêt, alors une fois que vous aurez su ça, vous aurez tout su, vous en savez plus que votre banquier, vous en savez plus que tous les grands dirigeants des partis politiques français, vous en savez ce que savent les gens qui connaissent le mieux le sujet, c'est que ce lien, ce peg de 1 pour 1 entre la Bundesbank et la Banque centrale d'Italie est attaqué. Et hier, il était de nouveau attaqué sur l'Italie, sur la Grèce. Or, tous les spécialistes des monnaies savent que toute l'histoire monétaire contemporaine nous a appris que lorsque les pegs sont attaqués, les pegs, je rappelle, c'est le lien fixé forfaitairement 1 pour 1, c'est le principe même du traité de Maastricht, lorsque les pegs sont attaqués, tôt ou tard, ils ont toujours fini par céder. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel ça n'est plus possible de suivre. Alors, une façon, par exemple, dont l'euro pourrait exploser, c'est si, par exemple, l'Allemagne décidait de remettre en cause le PEC de 1 pour 1, en disant, par exemple, qu'il reste dans l'euro, mais qu'il n'accepte plus le taux de 1 pour 1. À ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on voit arriver différents euros. Si l'euro Banque centrale de Grèce ne peut plus se convertir en un euro Banque centrale allemande, eh bien ça veut dire qu'on va réapparaître, même si ça ne dit pas son nom, des monnaies nationales. Et d'ailleurs, ça sera coté à ce moment-là immédiatement différemment sur les marchés internationaux. Vous achèterez un euro allemand et vous achèterez à un prix différent l'euro grec. Donc il suffit pour cela que le gouvernement allemand demain décide qu'il n'y a plus de taux de 1 pour 1 au moment des transactions interzone euro, et c'est terminé. Et nous n'aurons plus de nos yeux que pour pleurer, puisque nous n'aurons rien prévu, nous, alors que d'après beaucoup d'informations qui circulent, les Allemands, eux, ont déjà fait réimprimer des marques. Je terminerai cette conférence en citant ce proverbe latin « Quos vult perdere, Jupiter dementat » « Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre ». Vous savez, c'est ce que disaient les Romains des dirigeants suprêmes, et notamment des dictateurs quand ils perdaient le sens des réalités. Nous avons affaire à une classe politique au niveau continental qui est en train de perdre complètement le sens des réalités et qui est complètement aveuglée. Ils pensent être les détenteurs de la rationalité, de la responsabilité, etc. et sont au contraire les fourriers de l'irresponsabilité et d'un processus qui est en train d'entraîner tout le continent vers l'anarchie. Comme pour toute monnaie supranationale, on l'a vu en commençant cette conférence, on le voit en la concluant, remettre en cause l'euro, c'est remettre en cause le pouvoir impérial qui est derrière. C'est pour cela que tout vrai débat sur la sortie de l'euro est interdit dans les médias français et européens. Seuls sont autorisés à contester l'euro des incompétents ou l'extrême droite, ce qui permet de le caricaturer et de l'entourer d'anathèmes. Cette caricature représentait M. Papademos avec le pacte de stabilité sous forme d'une corde pour se pendre. La conclusion, c'est que l'euro n'est pas viable sur long terme, mais l'on prétend interdire d'en débattre sérieusement et d'en sortir. Ainsi s'est nouée la tragédie de l'euro, dans laquelle s'enfonce la France et les pays d'Europe. Je vous remercie de votre attention.